Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez que j'aime interviewer des personnes qui à mes yeux embellissent le monde, qui subliment le monde, qui nous inspirent aussi. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé d'interviewer Caroline Eskenazi. Je la présente si vous ne la connaissez pas, elle est auteure et elle a publié de nombreux livres. Elle est spécialisée dans le développement personnel par l'imaginaire et elle est aussi créatrice de jeux divinatoires. Elle est actuellement publiée chez 100 000 Milles et surtout chez Erol. Et aussi chez Babylon, qui est sa propre maison d'édition. Un petit clin d'œil à Serge Gainsbourg, si ma mémoire est bonne. Elle a coécrit un livre avec Amandine Lagarde. Elle a écrit les 12 travaux d'Emeraude Kelly, qui est d'ailleurs traduit en plusieurs langues, qu'on peut retrouver dans plusieurs pays. Donc si vous avez des amis à l'étranger, ils peuvent le trouver. On a aussi ici, si tu redistribuais les cartes de ta vie. Et en plus petit dernier, celui qui vient juste de sortir, les 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous-même. Et en juin, il y a une surprise qui sort. Il y a en plus de ça les tarots divinatoires, des oracles en fait. Donc il y a le tarot de la nuit, il y a le 4 tarots qui sont chez Los Scarabeo, aussi chez US Game et Alliance Magique. Et je crois que c'est tout, sachant qu'une fois de plus, il y a une petite surprise qui arrive au mois de juin qui sort bientôt. Donc est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que j'ai fait le tour ? Non, pas du tout. Non, c'était très exhaustif, c'était très complet. Bravo, vraiment. Donc, tout d'abord, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là avec moi pour éclairer le monde. Sans plus tarder, est-ce que, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous racontes un peu la petite Caroline. Est-ce que tu voudrais bien nous dire comment tu as grandi, où tu as grandi, comment c'était dans ton enfance, juste pour que l'on ait un aperçu de qui tu étais avant de devenir la Caroline telle que tu es aujourd'hui. Alors, mon enfance, c'est une enfance particulièrement heureuse, particulièrement rose, particulièrement sucrée, particulièrement bourgeoise aussi. Je suis née à Paris. J'ai vécu à Paris toute mon enfance. Comme je le disais, je suis donc issue d'un milieu assez bourgeois. Et l'avantage d'être née dans un milieu bourgeois, c'est d'abord tout le confort matériel que ça m'a donné. J'ai vécu dans des endroits qui sont toujours très beaux, dans de très beaux appartements. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager quand j'étais petite. J'ai découvert de nombreux pays parce que justement mes parents avaient un train de vie très appréciable. L'autre avantage aussi, c'est que ça m'a donné très tôt accès à la culture. Parce que mon père était un grand amateur de cinéma, donc il avait une très très belle vidéothèque, il y avait aussi des livres partout chez moi. Et ça fait que dès mes premières années, j'ai pu avoir accès à la culture et je me suis immergée là-dedans. Je me suis immergée dans le cinéma, dans la littérature, dans les arts, le théâtre, la danse, la musique. Et ça a été quelque chose qui a été à la fois un très grand privilège et en même temps, ça a été un élément fondateur de ma construction personnelle. Puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis spécialiste du développement par l'imaginaire. Et tout ce vivier d'imaginaire, il s'est créé autour de moi dans mon enfance parce que j'ai eu accès à tant de merveilles dans la vidéothèque et dans la bibliothèque de mes parents. Et donc, j'ai une question. J'entends qu'en fait, c'était un apport, une foison au niveau culturel, au niveau artistique et à plein de niveaux. Mais est-ce que tu t'étais imaginé, toi, à l'époque, que tu deviendrais auteur ou quel était ton plan, quelle était ta destinée ? Non. Quand j'étais petite, j'aurais pas du tout imaginé que je ferais… Enfin, si, je savais que forcément, ce serait quelque chose de créatif. Donc ça, et quelque chose, si possible, de pailleté et de coloré. C'était un peu mes envies quand j'étais très petite. Après, en grandissant un petit peu, j'avais l'intention de faire du cinéma et je m'étais fixée comme objectif d'être Marilyn Monroe. Oui, parce qu'en plus, tu as fait des études ou une formation de cinématographe, n'est-ce pas ? J'ai fait des études de cinéma après mon bac. Mais donc, quand j'avais une dizaine d'années, je m'étais dit je serais Marilyn Monroe plus tard. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des études de cinéma après mon bac, parce que c'est vrai que le cinéma a été, comme je te le disais, une découverte de ma plus tendre enfance et j'ai été émerveillée par le cinéma. Et je me suis dit que pour moi, le cinéma, c'était la possibilité de recréer un univers à part entière et de le recréer avec toutes sortes de paillettes, toutes sortes de fantaisies, de magie, de féerie. Donc le cinéma m'a émerveillée quand j'étais gosse et c'est ça que j'ai voulu faire. Et c'est pour cela que tu es arrivée chez Disney à un moment donné ou pas ? Non, Disney, c'est arrivé un peu plus tard. C'était après mes études de cinéma. J'avais donc fait mes études et j'ai essayé de bosser un temps dans la prod. Et puis, il y a eu un moment où il fallait quand même que je paye mes factures. Et donc, tout le deal
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour bosser dans le cinéma, il fallait soit avoir pas mal d'argent pour financer ses films, soit avoir pas mal de relations pour arriver à être placé sur un tournage, soit commencer par la toute petite porte en bas et faire des tas de boulots un peu ingrats comme les cafés, enfin faire les sandwichs, faire les cafés sur les tournages. Et grande mégalo que j'étais à 20 ans, moi j'avais décidé qu'il était hors de question que je fasse des petites tâches subalternes. J'avais décidé que je serais réalisatrice ou star mondiale ou rien. Donc je me refusais à faire ça. Et puis à un moment, j'ai quand même été rattrapée par la réalité parce qu'il fallait que je bouffe. Et c'est donc à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme travail qui me permette, moi, justement, de me connecter à cette féerie que je recherche et qui, en même temps, puisse me faire gagner des ronds. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, Disney, pourquoi pas, c'est pas bête. Après tout, j'adore cet univers, j'adore l'univers de Disney. Et si j'essayais d'aller bosser au Disney Store, et c'est comme ça. Le Disney Store des Champs-Élysées. Donc, merci de nous partager, de nous expliquer tout ça, puisque je pense que c'est important pour l'audience de savoir que même si tu viens d'un milieu bourgeois, que tu as grandi dans un environnement bourgeois, il a bien fallu que tu ailles gagner ta croûte, il a fallu que tu ailles chercher tes ressources pour pouvoir payer tes factures, que tu n'as pas eu une cuillère d'argent dans la bouche, ça t'est pas tombé tout seul. Il a fallu que tu construises ton indépendance, ton autonomie pour que tu en arrives là où tu es aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va enchaîner tout de suite, puisque j'aimerais bien que tu nous expliques, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire euh, ce que tu fais chaque jour avec tes propres mots? Chaque jour. Ça, c'est une très, très, très bonne question. À un niveau complètement littéral, chaque jour, je travaille, j'écris et j'œuvre. C'est vraiment ce que je fais chaque jour. Il ne se passe pas une journée sans que je fasse ça. Après, à un niveau un peu plus élevé, un peu plus spirituel, je te dirais que chaque jour, je tâche de faire de ma vie une féerie. Et que le fait de faire de ma vie une féerie, ça passe par ce travail, par ce fait d'œuvrer et cette création à laquelle je m'attelle chaque jour. Et donc, je suis curieuse, parce que j'entends bien que tu fais cela tous les jours, mais qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture telle que tu la pratiques aujourd'hui? Car tu nous expliques que tu le fais tous les jours, mais tu es passé par les cinématographies, tu as travaillé pour payer ton loyer, ta nourriture, etc. Qu'est-ce qui a basculé, qu'est-ce qui s'est produit qui t'a amené là, en fait? Ça s'est produit progressivement. Comme je te le disais, j'ai donc toujours baigné dans les arts. J'ai fait des études qui étaient des études de lettres et des études de cinéma. Et puis au sortir de là, j'ai donc travaillé dans la vente chez Disney. Et chez Disney, je m'intéressais à la création d'une gazette interne au magasin. Et c'est moi qui avais mené tout ce projet de créer une gazette qui permettrait d'écrire des articles sur les films de Disney. On retrouve l'écriture. D'accord. Et puis quand je suis sortie du Disney Store, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la formation et dans le coaching et dans le développement personnel. Et c'est là que j'ai eu envie de créer mes propres outils. Et j'ai donc créé des outils qui s'appuyaient sur l'imaginaire. Mais le fil rouge de toutes ces expériences professionnelles et le fil rouge de ce parcours, ça a toujours été l'écriture. Mais j'ai mis du temps à m'en apercevoir. J'ai mis du temps à comprendre d'abord que toutes ces expériences hétéroclites, elles avaient un sens et qu'elles avaient justement une homogénéité et que leur point commun, leur dénominateur commun, c'était l'écriture. Et ça, c'est en 2011 à peu près que j'ai vraiment compris que l'écriture, c'est ce qui avait toujours été l'armature de mon parcours. Et c'est en 2011 que je me suis dit, mais maintenant, je vais évidemment garder tout ce que mes expériences m'ont appris. Je vais garder mon amour du cinéma, je vais garder tout ce que j'ai appris dans le développement personnel, tous les outils que j'ai créés dans le développement perso. Je vais tout garder, mais je vais mettre tout ça au service de l'écriture parce que moi, c'est comme ça que je prends mon pied. Donc, je reprends ce que tu viens de dire, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a un choix de dire, je vais pas faire de petits jobs subalternes, et en même temps, je vais quand même le faire parce que je garde en tête qu'il faut qu'il soit pétillant, émerveillant, magique pour moi. Forte de ça, tu as quand même le souci de faire les choses différemment, donc tu rajoutes la gazette, tu rajoutes le travail en développement personnel, dont d'ailleurs tu as coécrit quelques livres avec Amandine Lagarde, et c'est quand même un peu différent de ce que tu fais là maintenant. Donc je remarque qu'il y a une transition, et je m'interpelle de savoir, mais est-ce qu'il y a eu un moment où quelque chose t'a dit c'est ça, ou est-ce que ça a été plutôt quelque chose de graduel, un tilt, un clac, quelque chose, ou c'est plutôt un processus
pas après pas qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu saurais nous l'expliquer? C'est évidemment une progression et c'est tout d'un coup, quand le bon moment arrive, le truc s'aligne et tout là, tu percutes. Et là, tu te dis, ah mais oui, bien sûr, c'est ça. Ok. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup effectivement le fait que je suis quelqu'un qui ne peut pas passer à l'action et qui ne peut pas s'atteler à une tâche si je n'y trouve pas du sens. C'est impossible. Donc, si je trouve qu'un truc est subalterne ou que ça me gonfle ou que ça m'emmerde et que j'arrive pas à avoir du sens dedans, je ne pourrais pas le faire. Je ne passerai pas à l'acte. Ce sera comme ça. Ce sera impossible que je fasse le truc. Il faut toujours que je trouve du sens et que j'amène ma propre touche originale. Ok, ça c'est vraiment intéressant parce que je pense aux personnes qui viennent me voir en consultation, qui viennent me demander conseil via les réseaux sociaux aujourd'hui. Certaines de ces personnes me semblent être en perte de sens et vont dans le terme moderne qu'on utilise aujourd'hui, c'est la procrastination, avec beaucoup de culpabilisation. Et toi, ce que tu dis, c'est que ton étoile du Nord, ta boussole, c'est qu'il faut que ce que tu fasses ait un sens pour toi avant de passer à l'action. C'est bien ça? Complètement. Il faut vraiment que ça ait du sens et si possible que ce soit beau. Il faut que ça ait du sens et que ça soit beau, j'adore. C'est là où l'alignement se passe, c'est là où les choses se mettent réellement à leur place en fait. Donc ça c'est chouette, c'est un bel outil et vraiment merci de nous le dévoiler. Je crois que c'est vraiment important que les gens puissent entendre ça, c'est pas un concept fréquent. D'entendre quelqu'un qui dit bah, il faut que ça ait du sens et que ça soit beau parce qu'on est beaucoup dans la productivité, donc merci vraiment de nous l'avoir dévoilé, de nous avoir raconté ça. euh, Ma prochaine question, c'est la toute première fois où tu as vu un de tes livres chez un libraire. Tu es là, boum, t'arrives, je sais pas, à la Fnac, ton libraire local, tu vois dans la vitrine ou sur une des étagères, ton livre est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est produit à la première fois où tu as eu cette expérience-là? Je suis curieuse. C'était... ah, c'est drôle comme question. Enfin, drôle. Ça me tape un peu. C'était évidemment extraordinairement nourrissant. Enfin, c'est un accomplissement à part entière. C'est vrai que c'est une sensation formidable de rentrer dans une Fnac et de le voir. Mais dans mon cas particulier, je suis un animal très particulier. Donc, comme je ne fais jamais rien trop comme tout le monde, c'est vrai que dans mon cas particulier, le moment où je suis rentrée dans une Fnac et où j'ai vu mon livre, je m'étais déjà tellement habituée, parce que je savais que ça allait être dans une Fnac, je m'étais tellement habituée que ça ne m'a pas fait une vague de waouh, parce que en plus, c'est comme si j'étais déjà un peu passée à l'étape qui suit. J'ai un fonctionnement, je fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je franchis un pas, évidemment, je prends le temps de savourer le pas qui a été franchi, je prends le temps de remercier, tu vois, d'éprouver de la reconnaissance pour tout ce qui se passe à chaque fois dans ma vie. Mais c'est vrai que je reste beaucoup concentrée sur et l'étape d'après, quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ça, et donc quand j'ai vu mon livre dans une Fnac, bien sûr, j'ai été extraordinairement ravie de ça. Mais comme c'était fait, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qui vient après? Voilà, bon. Mais ça, c'est pas forcément un truc que je conseille. C'est bien aussi d'arriver à se dire, c'est formidable d'avoir ça et de le savourer, de rester dans cette reconnaissance-là, tu vois. Moi, je sais que je suis très, comme ça, toujours Don Quichotte sur son cheval, qui est l'étoile, après, plus loin, plus haut, plus fort, tu vois. Bon, je sais que des fois, c'est bien aussi de descendre du cheval, de prendre le temps, de respirer les petites fleurs et de poser un peu les baloches, quoi. Tu viens de dire quelque chose de très chouette en fait, et parce que ça rejoint la question que j'allais amener juste derrière, qui était de savoir quelles étaient les étapes, peut-être 1, 2, 3, que tu donnerais à des personnes qui sont dans ce questionnement et qui se demandent mais qu'est-ce que j'aimerais faire, comment je pourrais amener de la beauté dans le monde, comment je pourrais partager cette unicité qui est la mienne. Et puis là, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, hein, parce que tu viens de le dire en fait, toi, tu utilises la visualisation et tu t'es vu avec ton livre à la Fnac. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que tu viens de me dire, en tout cas. Et donc, tu t'es préparée mentalement, tu t'es ouverte à cette opportunité. Et quand ça a été fait, tu t'as pris le temps de savourer. Tu t'es dit, voilà, je l'ai vu, voilà, c'est là, et je le savoure. J'essaye.
J'y arrive pas toujours parce qu'il y a quand même un morceau de moi qui est toujours bon, ok, mais après. Et alors après, va plus loin. Et en même temps, ce que tu dis, c'est très humain, ça fait partie de qui nous sommes. On crée quelque chose et on est déjà en train de penser à la chose suivante. Les enfants, si tu penses à Noël, les enfants font ça de façon très régulière. Ils sont très très excités dans les 20 jours avant Noël, c'est leur cadeau, ouh, c'est la fête. Le jour de Noël arrive, ils arrachent le papier, ou pas d'ailleurs, il y en a qui ouvrent très sagement leur papier, ils regardent le cadeau, ils jouent avec pendant environ une demi-heure, et puis tout à coup, ils sont déjà en train de penser au cadeau qui va se rajouter à celui-ci lors de leur anniversaire. Notre cerveau est câblé comme ça, de ne pas être satisfait avec ce que nous avons maintenant. On s'habitue très rapidement aux choses que nous avons pour aller à l'étape suivante. Et en même temps, toi, ce que j'entends, c'est que tu essayes d'en extraire le nectar. Et ça, c'est vraiment la chose que je veux mettre ici en avant, c'est extraire le nectar, savourer, l'ancrer en soi pour goûter les bénéfices du travail qui a été fait. Donc pour en revenir à ma question, en tout cas, si tu avais des étapes 1, 2, 3, quelque chose comme ça, pour quelqu'un qui est perdu ou quelqu'un qui n'ose pas ou qui se sent bloqué, quel serait ton meilleur conseil pour passer le cap ou pour casser des croyances limitantes et dire, allez, je me lance? Je pense que je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que qu'en réalité, j'ai pas beaucoup de blocage et je suis une pas pro du tout de la procrastination. Je sais pas ce que c'est quelque chose que je n'expérimente jamais dans ma vie. Et mais tu vois, c'est pas c'est même pas forcément en me lançant des fleurs que je dis ça, c'est vraiment un constat, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire tellement la procrastination, c'est un truc que j'expérimente pas beaucoup. Et dans ce cas-là, si je peux t'aider, parce qu'on se connaît un peu, toi et moi, tu as quand même écrit un livre qui s'intitule Les 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous-même, et que je sais que c'est un outil que tu utilises pour faire bouger les choses pour toi. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Ah oui, alors ça par contre, oui, complètement. Ça, c'est vrai que ce que je développe dans ce livre, les 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous-même, c'est vraiment ce que j'ai été explorer depuis que je travaille dans le développement personnel et dans le coaching, à savoir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de son héros préféré ou même par extension de n'importe quel héros qu'on va aller piocher dans la mythologie collective ou individuelle, comment est-ce qu'on peut s'aider de ce héros pour avancer soi-même et surmonter ses problématiques au quotidien. Alors ça, c'est vraiment parce que l'idée de faire ça, ça m'est venu quand j'étais adolescente, où justement, moi, j'étais fille unique, je me sentais de ce fait un peu plus isolée qu'un enfant qui a des frères et sœurs. Et donc, pour combler ça, c'est vrai que j'ai très, très vite mis en place dans ma vie ce principe de me dire, tiens, moi, je suis dans tel questionnement dans ma vie, comment ferait à ma place Scarlett O'Hara ou Cyrano ou Peter Pan, qui étaient des héros phares pour moi. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et à partir du moment où moi, ça m'a beaucoup inspirée, je me suis dit, mais ça devrait pouvoir inspirer d'autres personnes aussi. Et c'est ça que j'ai énormément développé. C'est ça que je développe dans les 50 exercices. C'est ça que j'avais développé auparavant dans Emerald Kelly, les 12 travaux d'Emerald Kelly. C'est ce principe d'aller s'inspirer d'un élément tiré de l'imaginaire, qui peut être donc le parcours d'un héros, mais ça peut être aussi l'histoire d'un film ou l'histoire d'un conte, ou ça, d'aller s'inspirer de ça et de détourner cet élément qu'on va prendre dans l'imaginaire pour le ramener dans la réalité et pour nous aider à passer à l'action. Je te remercie de l'avoir dit et j'aimerais bien faire un lien avec les tarots divinatoires puisqu'en ce moment sur Instagram tu fais des tirages tous les jours, n'est-ce pas? Et d'ailleurs hier j'ai choisi la carte numéro 1 et c'était pile la bonne carte pour moi. Donc cet imaginaire, comment est-ce qu'il se transcrit là aussi? Comment les héros de ces cartes viennent t'amener quelque chose, viennent faire bouger quelque chose, peut-être pour toi et pour les autres aussi, parce que je me doute que tu as des retours sur ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Pourquoi moi j'ai été attirée par les jeux divinatoires? Je ne sais pas exactement. Maintenant, j'ai un début de réponse, sans doute parce que les jeux divinatoires, c'est le mélange des mots et de l'image. Donc, si tu regardes mon parcours, les mots et l'image, voilà, le cinéma, la littérature, ce sont des choses importantes pour moi, donc c'est complètement raccord. Et les jeux divinatoires, c'est le mélange du mot et de l'image pour offrir un support inspirant. C'est exactement ce que moi je fais tous les jours, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est de mêler des mots et des images. Alors, je les véhicule moi au travers de mes romans, au travers de ce que j'écris, mais c'est quand même vraiment ça, de mêler des mots et des images pour que ça devienne un outil inspirant. Donc, partant de ça,
forcément, les jeux divinatoires, c'était amené à ce que ça me parle. Et en outre, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais assez jeune. J'entrais en adolescence quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux divinatoires. Et ça a été un support dont je me suis beaucoup servi quand j'étais ado. Parce que quand on est ado, on est un peu tourmenté, on est un peu en questionnement, en grands travaux, en train de se dire qui suis-je, où vais-je, où cours-je. Et je m'étais servi des jeux divinatoires et ça m'avait beaucoup parlé. Et j'ai laissé ça de côté pendant un certain temps. Et les retrouvailles se sont faites en 2008 à peu près, où là, c'est là que je me suis mise à explorer tout ce champ des jeux divinatoires et notamment celui du tarot divinatoire, le fameux tarot de Marseille. Et j'ai découvert un outil, mais un outil d'une puissance infinie, mais vraiment d'une puissance et d'une inspiration absolue. Et c'est ce qui m'a donné envie, moi aussi à mon tour, de créer des jeux. Et tu parlais tout à l'heure du 4 tarot, qui a été mon premier tarot. Et ben donc, on ne sera pas étonné de voir que ce jeu s'appuie sur les héros les plus mythologiques, les transforme en chats. Et c'est ça le but, quoi. C'est qu'on peut s'inspirer à travers les cartes d'un héros qui a été puisé dans l'imaginaire collectif. Cela répond exactement à ce que j'espérais que tu dises, en tout cas, car je le voyais aussi comme des héros, ou comme un héros. Surtout qu'en plus, l'interview n'a pas du tout été préparée et que je te surprends à chaque fois avec mes questions. Et je suis curieuse, est-ce que tu as déjà pensé ce qui serait arrivé si tu ne faisais pas ce métier-là, si tu n'étais pas auteur, écrivain d'ailleurs, en fait, on dit écrivain ou écrivaine? On dit comme on a envie. Je pense qu'il y a des tas de femmes pour qui c'est important de dire écrivaine. Pour moi, je n'aime pas la façon dont ça sonne. Donc je dis écrivain, de même que je dis auteur sans E, ou je dis pas autrice non plus, je dis auteur sans E et écrivain parce que c'est comme ça que c'est ok pour moi. D'accord. Mais Donc, je voulais te demander, par rapport à toi, donc, auteur, écrivain et créatrice de jeux divinatoires, si tu ne faisais pas ça, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? euh, honnêtement, je ne peux pas te dire du tout. Je pense que mon destin a eu plein d'occasions où il aurait pu prendre un autre tournant. Quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment, j'ai eu très envie d'être primatologue. Et puis ça m'a passé. J'ai eu très envie d'être née dans les parfums. Et puis ça m'a passé aussi. Donc je ne sais pas ce que j'aurais fait. À un moment aussi, je me suis dit que finalement, j'avais été un peu... Mon éducation aurait très bien pu faire que je sois une femme au foyer, dans un appartement cossu, à m'occuper de mes enfants, à aller faire du shopping, avenue Montaigne, tu vois, bon. Et puis, bah, donc, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, quelque part, il n'y a pas eu d'autres options. Oui, si, enfin, il y a eu quelques portes qui se sont ouvertes ici et là, mais toi, tu ne les as pas prises en fait. Tu as fait le choix de ne pas les prendre. Ouais, oui, puis c'était pas des vocations, quoi, c'était des possibilités à un moment auquel j'ai songé. Mais aujourd'hui, il y a une chose à laquelle, et ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Et pourtant, je crois que ça donne tout son sens à mon parcours. C'est que quand j'avais 8-9 ans, j'ai découvert Mary Poppins au cinéma. Et quand je l'ai vue à l'écran, je me suis dit, mais je veux être ça. Je veux être elle. Je veux être cette dame. C'est-à-dire, je veux être la nana qui, quand elle arrive, tout se transforme. Et tout devient de la féerie. Et tout devient possible. Et je veux être ça. Et c'est une saveur, c'est une sensation que j'ai ensuite un peu perdue de vue, tu vois, pour me consacrer à d'autres choses, parce que je suis entrée en adolescence et tout ça. Et c'est au fil du temps, et aussi en analysant tout ce que je créais, tout ce que je faisais, mes romans, que tout d'un coup, je me suis dit, mais bon sang, en fait, cette Mary Poppins, elle est là et elle m'habite depuis ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est, toi, tout à l'heure, je te disais, mon but, c'est de faire de ma vie une féerie, c'est ce que j'essaie de transmettre. Bah oui, mais voilà, je suis exactement dans la posture de Mary Poppins, qui a envie de faire de sa propre vie une féerie, et que ça ruisselle autour, pour que les autres soient embarqués dans cette féerie eux aussi. Donc, cet événement que je n'avais pas mesuré forcément à l'époque, je pense que cet événement a été un élément fondateur lui aussi. Ah oui, cool. Pour en venir à notre audience, justement, car tu viens de dire que ce moment-là, ça a fait shebang en toi quand tu avais 8 ans et que tu t'es dit, mais c'est ça que je veux être Mary Poppins. Qu'est-ce que tu conseillerais donc à notre audience de comment se reconnecter à un moment où eux aussi ont ressenti quelque chose dans l'enfance, un instant où ils se sont dit, ah, je veux être ça.
Est-ce qu'il y a une astuce que tu aurais envie de leur partager, de leur conseiller pour s'y reconnecter peut-être? Déjà, c'est prendre le temps. Et remarque qu'en ce moment, c'est pas mal. En ce moment, c'est pas mal. On a un peu plus de temps. Le confinement peut aider à certains éveils, à certains recentrages, à certaines descentes en soi. Donc, je pense que de toute façon, si tu veux faire des belles découvertes sur toi, le premier impératif, c'est de se connaître soi-même. Tu ne peux pas espérer que tu vas aller très loin si tu ne te connais pas toi-même. Et si tu veux te connaître toi-même, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu rentres à l'intérieur, que tu ailles tout regarder, le passé, le présent, potentiellement le futur, que tu ailles tout regarder et que tu prennes juste ce temps d'apprentissage de toi-même, à la fois d'apprentissage et d'apprivoisement de toi-même pour savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as dans les veines, quoi, d'une certaine manière. Donc, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de prendre ce temps, de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller explorer un peu comme un explorateur, de regarder tout ce dont notre vie a été faite, tout ce dont elle a été constituée, et de se dire quels sont les moments où j'ai eu cette sensation de, comme tu as dit, là, ah ouais, d'évidence, que tout d'un coup, là, il se passait un truc, que c'était essentiel, tu vois, et d'aller repérer ces moments-là. Et puis, une fois qu'on les a repérés, de se dire, mais pourquoi c'est important ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti et qu'est-ce que ça m'apporte comme éclairage? Je trouve que c'est tellement important ce que tu viens de dire, parce que un, c'est je me prends le temps et deux, j'apprends à me connaître moi-même. Je vais faire ma propre odyssée dans les profondeurs de moi-même. Oui, c'est là où je dois aller en fait. Je dois aller dans les parties que je considère sombres de mon être, ces parties qui me font peur et je dois y aller avec courage, avec bravoure. Me rendre compte qu'en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux quand tu dis s'apprivoiser soi, parce que quand on rentre à l'intérieur de soi, on découvre un autre univers, et je trouve que cet univers, en fait, on se rend compte qu'il a toujours été là, mais on a dû mettre des couvercles dessus, alors que pourtant il est puissant et il est vraiment précieux, mais ces couvercles dessus, ils nous coûtent aujourd'hui émotionnellement, mentalement, physiquement, ils nous ont coûté depuis des années, mais on s'en rend compte au moment où on fait cette démarche et retenir toute cette énergie est fatigant, alors qu'en fait elle n'a qu'une envie, c'est de se montrer et de sublimer le monde avec le joyau que nous sommes en fin de compte, et c'est parfait que tu le décrives comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander? Est-ce qu'il y a une chose ou quelque chose que tu aimerais partager avec l'audience? Et après ça on va faire un petit jeu. Écoute, ça me paraît peut-être juste peut-être propice que pendant 1 minute, on parle du contexte dans lequel nous faisons cette interview, qui est donc un contexte de confinement, de Covid-19, on peut dire d'événements mondiaux un peu extraordinaires hein, quand même. Et moi, depuis tout le début de tout cet épisode qu'on traverse, j'ai appris énormément de choses sur moi. Et je pense que justement, en ce moment, c'est vraiment le moment d'aller se regarder. Enfin, je pense qu'en ce moment, c'est important justement de parvenir à se connecter à de la beauté et à de l'abondance. Je sais que c'est un peu galvaudé comme discours, mais ça reste quelque chose qui me paraît vraiment, vraiment fondamental. Moi, c'est comme ça que je me suis rétablie par rapport au début de tout cet événement où j'étais un peu, je me suis pris un peu un choc, tu vois, dans la face, comme tout le monde, hein, évidemment. J'ai été un peu en sidération, enfin, complètement sidérée par le truc. Et je me suis rétablie petit à petit, justement parce que j'ai réussi d'abord à me reconnecter à des gens que j'aime et qui sont formidables, hein, grand clin d'œil. Et puis ensuite parce que au fur et à mesure, j'ai réussi aussi à me reconnecter à du beau et à de l'abondance. Et je pense que, voilà, peut-être c'est important simplement de se replacer dans ce moment qu'on est en train de vivre tous ensemble, qui peut, si on décide que ce soit le cas, bien sûr, ça n'enlèvera pas toutes les difficultés qui peuvent être liées à cette circonstance, mais quand même de faire consciemment ce choix de regarder le truc du côté le plus lumineux. Ça n'enlève pas le côté sombre, mais tant qu'à faire, autant regarder le truc le plus lumineux. Voilà, c'est ça que j'avais un peu envie de dire, parce que pour moi, là, en ce moment, je traverse une période qui est extrêmement lumineuse et extrêmement abondante, alors qu'en théorie, bon, c'est pas gagné, tu vois, que ce soit le cas. Et ben, finalement, je trouve que cette période, elle est
elle a quelque chose de magique malgré tout. Oui, et je pense qu'elle est, enfin c'est mon point de vue personnel bien sûr, et tu ne fais qu'enfoncer des portes grandes ouvertes pour moi en tout cas. Il me semble que c'est vraiment un moment propice à se reconnecter à la beauté du monde, la beauté de soi-même, qui nous amène cette lumière dont tu parles, qui est là pour nous éclairer, pour nous aider. Dans les méthodes que j'utilise en thérapie, on utilise toujours le positif, le beau, le bon, l'agréable, le plaisant, pour accroître notre capacité à accueillir une expérience, un vécu, parce que nous sommes quelque part un récipient. Si j'essayais de mettre l'eau d'une baignoire dans ce verre, je serais très embêtée puisque le verre est un peu trop petit. Par contre, si j'arrive à élargir la capacité du verre à la taille d'une baignoire ou même plus grand, ce qui va pouvoir se passer, c'est que ça va pouvoir contenir l'eau de la baignoire, que cette eau de la baignoire soit très propre ou qu'elle soit sale. Donc c'est la taille du contenant, en fait, du container, va aider à pouvoir accueillir peu importe. Et c'est comme nous les êtres humains, en fait, c'est le principe dans les consultations. Quand on amène la beauté et la partie positive, on se recharge en positivité, on accroît notre capacité à accueillir les expériences de vie, que ces expériences soient difficiles ou agréables. Parce que si je n'ai pas assez de place à l'intérieur de moi, toute expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, sera trop et potentiellement je risque d'être submergée. Donc c'est comment j'élargis ma capacité pour accueillir toutes les expériences et encore plus d'expériences dans la vie. Je crois que ça c'est vraiment important. Donc merci d'avoir ajouté cet élément que je n'y avais absolument pas pensé alors que nous sommes en plein Covid, on est en plein dedans et j'avais complètement oublié. Donc merci d'avoir ajouté cet élément. Est-ce que tu te sens prête pour jouer un jeu avec moi? Toujours. Super. Alors ce jeu fonctionne de la façon suivante. Je te donne un mot, tu réponds un mot du tac au tac et tu n'as pas le droit de réutiliser le même mot 2 fois. D'accord. On va respirer, ça va bien se passer. Écriture, Inspiration. tarot, Divinatoire. chat, Oh, euh, euh, divin. Mary Poppins, Féerie. lumière, Soleil. créativité, Œuvre. J'ai hésité entre œuvre et chef-d'œuvre. Œuvre. super, merci. Est-ce qu'il y a un mot qui te ferait plaisir à toi? Non, je les ai tous dit parce que je m'aperçois que j'ai un champ lexical qui revient toujours dans ma bouche, forcément. Et je crois que je les ai dit. Il y a l'imaginaire, l'inspiration, la création, la beauté, le sens. Et je les ai dit. De toute façon, c'est vraiment mon champ lexical. Donc voilà, je crois que j'ai dit tous mes mots importants. Je te remercie du temps que tu as pris avec nous aujourd'hui, vraiment. Et pour toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont intéressées par toi et par ton travail, on te retrouve sur Facebook, on te retrouve sur Instagram, sur Twitter. Tu as un site internet qui s'appelle Les Mondes de Caroline. Je mettrai bien évidemment les liens en dessous de cette vidéo. On peut acheter tes œuvres à la FNAC, chez Amazon, bien sûr chez votre libraire préféré. Et sur ton site, tu as tous les liens qui vont vers les distributeurs, c'est ça? C'est ça, il y a ma page Facebook Caroline Eskenazi auteur, il y a mon compte Instagram Caroline Eskenazi, il y a mon blog lesmondesdecaroline.com qui récapitule tout ce que j'ai fait, tous les livres que j'ai écrits et qui met les liens vers tous les sites vendeurs. Et on peut effectivement, j'ai ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle Les Mondes de Caroline. Et on peut me trouver effectivement à la vente sur le site d'Amazon et puis après sur les sites de mes différents éditeurs, donc Los Scarabeo pour les tarots, Erol pour les livres, Babylone, comme tu l'as dit, qui est ma petite maison d'édition virtuelle sur Amazon. Donc on peut retrouver tout. À partir du blog, tout est indiqué. On peut me suivre à la trace sur le blog. Formidable. En tout cas, tous les liens seront sous cette vidéo pour que notre audience puisse te retrouver. Encore mille merci pour ton temps, pour le temps que tu as consacré aujourd'hui, qui n'était pas un temps d'écriture. Merci du fond du cœur et je te souhaite plein de lumière. Merci à toi. Merci infiniment.